Bonjour à tous, bienvenue dans ce Swish Brunch, le dernier brunch de cette saison régulière, de cette saison tout court 2024 de la WNBA. Aujourd'hui, Shai est toujours en vacances et je suis rejoint de nouveau par Ghislain. Gis, comment ça va? Bah écoute, nickel, et toi? Ça va très bien. La saison 2024 a connu son terme. Le New York Liberty est le champion 2024. Premier titre de l'histoire pour le Liberty, donc premier titre de l'histoire du Liberty, qui en était à sa cinquième Ouais, finale, c'est ça, c'est possible? c'est ça. Cinquième finale pour le Liberty. Minnesota aurait pu avoir son cinquième titre. New York obtient son premier au terme d'un Game 5 comme d'habitude avec un Game 5 plutôt disputé, mais qui, comme bien souvent, on en parlait en off juste avant de démarrer, un Game 5 très souvent c'est pas toujours les plus beaux matchs en termes de qualité basket, mais par contre un match à haute intensité et avec un scénario qui a fait parler et qui fera encore sans doute parler pendant longtemps. Ouais, c'est clair. Non, bah de toute façon, oui, c'est pas facile de jouer ce type de match. C'est hyper tendu. Et puis ce qu'on discutait là, tu vois, juste avant qu'on prenne le live, le podcast, c'était le neuvième match entre les deux équipes sur la saison. Donc en 4 mois et demi, 5 mois, quoi. Donc au bout d'un moment, les joueuses, déjà qu'elles se connaissent beaucoup parce qu'elles se jouent à longueur d'années et d'années. euh, donc là, il y a presque plus d'ajustement. C'est souvent, ça joue souvent sur des détails, sur de l'intensité, un peu d'adresse des fois, ou pas d'adresse d'ailleurs, parce que encore une fois, ce match, il a été, en termes d'adresse des deux côtés, hein, ça a été relativement assez catastrophique quand même. Mais voilà, bon, il y a beaucoup de tension. On l'a senti dès le début du match d'ailleurs. La tension, elle était assez palpable. Revoyez les équipes un peu partir dans tous les sens, quoi. Donc bon, voilà. Après, bon, c'était quand même dans le scénario, c'était un match intéressant et c'était un match encore serré, même s'il y a eu un petit écart au début. Mais bon, voilà. Match particulier, quoi. C'est toujours particulier ces matchs-là, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, tu l'as dit, un petit écart au début. Minnesota qui rentre très bien dans Ouais. la rencontre au début, qui mène directement de 9 points à l'issue du premier quart-temps et qui maintient pratiquement cet écart jusqu'à la mi-temps. Il y a encore plus 7 à la mi-temps. L'écart monte peut-être même à 10 points et peut-être même un peu plus haut, hein, je pense. Plus Ouais, 12, il y plus a un 12. écart de plus Ouais, 12, plus 12 au plus 12 maxi, ouais. ouais, au Mm. maximum. Euh, et puis la deuxième mi-temps, tout autre visage et un Minnesota qui perd son basket en fait. Ouais, tu l'as dit, il y a 17 minutes de jeu qui sont incroyables de Minnesota. Les 17 premières minutes de jeu sont, franchement, voilà, il y a des petits tirs manqués, tout n'est pas parfait, mais ça déroule, ça défend extrêmement bien. D'ailleurs, ça a bien défendu tout le match, hein, mais c'est surtout le côté offensif qui a un peu baissé après. Donc ça, c'était parfait. Et un peu à l'image de ce qu'on avait vu dans le game 1 pour New York, mais à l'inverse, elles ont, dans les 2, 3 dernières minutes, elles ont plusieurs possessions, notamment des 3 points ouverts, complètement ouverts qu'elles ne mettent pas. Et ça aurait pu permettre de passer l'écart à plus 15, plus 16. Et là, à mon avis, si tu rentres à plus 15, plus 16 à la mi-temps, je pense que New York revient jamais. Sauf que bah, tu mets pas ces tirs-là. Il y a New York qui fait un petit run et ça finit à -7. Et après, comme tu dis, la deuxième mi-temps, elle a complètement changé. Où Minnesota excellait en première mi-temps dans l'exécution. On l'a dit toute l'année. La, le partage de balles, le mouvement de balles, le déplacement, tout était parfait. Et en deuxième mi-temps, elles ont complètement arrêté de jouer leur jeu. Elles ont joué presque que du 1 contre 1. Mais alors, je vais cibler un peu Courtney Williams, qu'on a joué beaucoup et qui a été, voilà, très en difficulté sur ce match, mais à l'image un peu de la joueuse qu'elle est, quoi. Elle est capable d'être dynamiteuse, mais aussi de passer complètement à côté. Et dans ce type de match décisif, moi personnellement, c'est le genre de joueuse où j'ai du mal parce que bah, c'est pas des joueuses fiables et voilà, ça peut péter un peu des boulons, quoi. Et ça a joué beaucoup de 1 contre 1, mais pas qu'elle, hein. Kelly McBride a joué aussi beaucoup de 1 contre 1, Nafisa Collier aussi. Et elles ont perdu leur jeu. Et à ce jeu-là, un petit peu de jouer sur le talent, sur le 1 contre 1, bah, New York est meilleur. Et New York a grappillé, grappillé, grappillé. Même si Minnesota a continué de bien défendre. Et puis bah après, voilà, à la fin du match, c'est serré.
Et puis, bah, il y a peut-être les 2-3 actions qu'on va revenir, les 2-3 décisions d'arbitrage qui font que bah, voilà, ça tourne d'un côté et pas de l'autre. Même si je rappelle que la grosse, la grosse action qui a fait beaucoup débat ne fait pas perdre Minnesota, hein. C'est une action pour égaliser, qui envoie en prolongation. C'est pas une défaite sur cette action-là. Donc, bon, Ouais. voilà. C'est quand même juste pour tempérer un peu tout ce qu'on a pu lire en disant que il y avait eu des gens qui avaient volé le titre à Minnesota, etc. Bon, il y avait encore 5 minutes derrière à Ouais. assurer. Et d'ailleurs, 5 Ouais. minutes que Minnesota n'a pas très bien assuré. Bah on peut peut-être passer directement à ça tout de Hum, suite d'un hum, point de vue du jeu et puis après on analysera un peu autour. Mais je veux dire, on a cette fameuse action où donc on a Minnesota qui mène de 2 points à 5 secondes de la fin, je crois, à peu de choses près. Oui, c'est ça. Euh, et il y a un temps mort juste avant, je pense. Il y a une remise en jeu New York, si je me rappelle bien. Hum, Une action, pénétration Brenna Stewart. Et puis une faute qui est sifflée, faute qui est sifflée pour un contact d'Alana ouais, Smith, c'est si je ça. ne me C'est trompe ça. pas. Contact léger, il y a contact, il n'y a pas contact. C'est compliqué à dire. On sait bien que dans le basket, en fait, il y a beaucoup de contacts qui peuvent être sifflés. Et à la fois, il y a parfois des moments de match où peut-être que ça vaut mieux ne pas le siffler. Toi, tu me disais en off que à ta place, tu l'aurais sans doute pas sifflé, même s'il y a probablement quand même un petit contact. Mais voilà, on ne peut pas non plus complètement blâmer l'arbitre là-dessus, même si bon, il y a les arbitres qui sentent les matchs et enfin je sais pas comment dire, mais tu vois de sentir l'action, tu dis aussi que c'est Brian Stewart qui vient réduire la distance en Hum. fait, Ah oui, qui vient plus chercher le contact qu'autre chose. Et de toute façon, par contre, la vraie erreur, elle est plutôt sur le fait que le marché. Brenna Ouais. Stewart Hum, hum, piétine avant et fait un gros hum. marché. Bah, toujours est-il il y a un peu ce gros imbroglio, c'est challengé par Cheryl Reeve, la Alors, c'est faute la est faute qui maintenue est par... challengée, hein. C'est pas le Oui, marché la parce faute, qu'ils peuvent pas non, revenir non, sur le marché, hein. non, c'est ça. Voilà. Donc la faute est challengée, la faute est légère mais maintenue. Brenna Stewart a deux lancers, elle ne tremble pas, elle les met les deux, et ça envoie tout le monde en prolongation. Hum. Ouais, bah tu l'as bien dit. Bon, cette action, effectivement, beaucoup de gens l'ont ciblée, mais juste pour tempérer, encore une fois, sur ce match-là, il y a 140, 150 possessions de jouer. Bon, une possession sur 140, penser que le match se termine là-dessus, bien sûr que non. Et tu sais, je te l'avais envoyé hier sur la conférence de presse, mais je trouve que Nafisa Collier a une déclaration parfaite en disant que elle s'assurerait à l'avenir de ne plus jouer, de ne plus faire en sorte que le match se joue sur une seule possession et qu'elles prendront les choses en main. Elle prendra les choses en main bien avant. Et je trouve que ce discours est parfait parce que, encore une fois, l'arbitrage dans un match, on ne le contrôle jamais. On peut contrôler les pertes de balles, on peut contrôler la façon de jouer, on peut contrôler euh, son style de jeu. Il y a deux choses qu'on contrôle très peu au basket, c'est l'adresse et l'arbitrage. Et donc, il faut savoir agir sur les leviers qui s'offrent à nous. Et Minnesota, pendant voilà, un peu plus de 20 minutes dans ce match-là, a complètement déjoué, a oublié son plan de jeu, qui était, euh, qui était le plan de jeu horrible hein, pour faire mal à New York. Et je pense qu'il faut beaucoup plus regarder ce qui s'est passé sur le match plutôt que ce coup de sifflet, où encore une fois, l'arbitre, pour moi, fait une erreur. Hein, clairement, je pense qu'il n'y a pas faute puisque c'est Brandon Stewart, comme tu disais, qui initie le contact, et c'est pas Alana Smith. Après, même si Alana Smith n'est pas droite, mais à un moment, quand c'est la joueuse, l'attaquante qui va au contact, on peut pas siffler la faute à la défense. Par contre, il faut se rendre compte que pour les arbitres, avec la pression, avec encore une fois ce qu'on avait parlé aussi dimanche dernier, du fait que les coachs mettent beaucoup de pression sur les arbitres entre les matchs, dans les conférences de presse, ça devient très très dur pour eux. Et en plus, moi, je trouve personnellement qu'on leur a complexifié l'affaire avec l'ajout des replays. Parce que du coup, ça devient impossible de dire est-ce que je chiffle, est-ce que je chiffle pas, est-ce que. Voilà, puis après j'ai sifflé, puis c'est regardé, puis c'est déjugé. Donc ça déjuge l'arbitre, ça met beaucoup de pression. Et au-delà de ça, il y a aussi des règles où on les a rendues, enfin, on a rendu l'arbitrage très compliqué. Je pense notamment au marché, tu vois, avec l'effet des pas zéro et tout ça. Avant, c'était clair, quoi. Tu posais ton pied il y avait marché. Maintenant, ah oui, mais tu as le droit de poser un pied, mais tu as le droit quand même quand tu es en course. Enfin, tu vois,
ça complexifie énormément. Le jeu est plus vite aussi et plus rapide. Et donc, ça devient aussi difficile pour les arbitres et il faut le comprendre, quoi. Alors ça, il faut des fois aussi avoir arbitré dans sa vie pour s'en rendre compte. D'ailleurs, je pense qu'il y a des joueuses, des fois, etc., qui devraient prendre le sifflet de temps en temps pour se rendre compte un petit peu de la difficulté que c'est. Donc moi, je ne les blâme absolument pas. Et encore une fois, le match ne s'est pas joué. Et la série, sur l'ensemble, ne s'est pas joué sur ce coup de sifflet. C'est très clair. Ça s'est Ouais. joué sur l'ensemble de toutes les balles perdues. Comme je te disais tout à l'heure, je ne veux pas y retaper dessus. Mais c'est pas l'arbitre, qui fait faire 2 sur 14 de tirs à Courtney Williams. Tu vois, c'est pas l'arbitre qui fait faire 1 sur 6 à Bridget Carlton. Enfin, tu vois, voilà, à un moment, ça, tu peux le contrôler, quoi. Mhm. Le jeu. Par contre, l'arbitrage, bon, ça, malheureusement, hein, Oui, voilà, et c'est puis un bah, il y peu a une. dérivé, mais voilà, je trouvais que Non, non, mais c'était important quand même d'en parler. c'était bien d'en parler, et parce que bah, après, derrière, je suppose que l'action reste dans les têtes aussi. Il y a du coup une prolongation qui est très mal gérée par Minnesota, qui est gagnée 7-2 à New York. Ouais. Bon voilà, on va pas en faire beaucoup plus long sur le match. Je pense que 5 ça a été minutes, c'est quand même discuté. pas beaucoup, hein. Ouais, voilà, ça a été discuté, tenté plus. Bon, toujours est-il que le New York Liberty fait de toute façon un très beau Ouais. champion. C'est l'équipe qui a été, je pense, la meilleure et la plus régulière tout au long de la saison. Minnesota aura fait un très beau challenger. Je pense que c'est parmi les plus belles, on en parlait, mais parmi les plus belles finales depuis très longtemps. Une C'est très peut-être belle même du de publicité. 2019. En fait, tu vois, on comparait souvent avec 2019, Oui, mais parce que je pense quand même que c'est. Alors Minnesota est un petit marché, mais ça reste quand même deux équipes plus référencées. hmm, Toi, Connecticut, Washington, il y avait quand même un petit aspect. C'était deux plus petites équipes. Il y avait quand même l'ombre de l'absence de Breanna Stewart qui planait aussi au-dessus de cette saison 2019. On peut toujours se demander ce que ça aurait donné si Seattle avait été au complet. Non, cette année, je pense que la plupart des équipes étaient au complet. Il n'y avait pas de grosses absences. C'était les deux meilleures équipes de la régulière qui sont rencontrées en finale, qui s'étaient déjà rencontrées en finale de la Commissioner's Cup. Et ça nous donne ce résultat-là. New York Liberty champion, hmm, Jonquel Jones MVP des finales, on en avait parlé. Bah, tu l'avais dit, pour que New York soit champion, il fallait très probablement que Jonquel Jones soit MVP des finales. Elle a pesé sur toutes les rencontres. Celle qui a, à chaque fois qu'elle a pu un minimum rayonner, Minnesota a toujours été de façon, oui, Minnesota a toujours été en difficulté et New York s'en est toujours plus ou moins sorti. Donc tout à fait logique et tout à fait mérité pour Jonquel Jones ce titre de MVP des finales. ouais, New York a absolument dominé l'élément, et elles ont même dominé physiquement tous les playoffs. En fait, on se rend pas compte, mais elles avaient étrié physiquement dans la taille, dans, tu vois, la puissance physique Vegas. Elles ont étrié Minnesota aussi. Ça, on pouvait s'en douter un peu plus avec le secteur un peu plus intérieur. Mais quand Jonquel, c'est simple, hein, quand Jonquel avait la balle ou qu'elle allait juste au rebond offensif, bah, c'était des gros problèmes pour Minnesota, et elles n'ont jamais vraiment réussi à trouver, même si elles ont été présentes dans les matchs et euh, par d'autres moyens, mais elles n'ont jamais vraiment trouvé de solution à la puissance de Jonquel Jones à l'intérieur. Moi, je pense que sur certains matchs, elles auraient peut-être dû doubler un peu, notamment dans des matchs où Brenna Stewart et Sabrina Ionescu ne mettaient pas un tir. Donc, elles ont préféré continuer beaucoup de les marteler en défense, mais à un moment, quand elles mettent pas de tir, tu pourrais peut-être essayer de doubler. Bon, elles n'ont pas fait ce choix-là. Après, c'est comme ça, hein, c'est un choix de coach. Voilà, c'est un choix de jeu, c'est respectable, hein. Il y a pas de débat, parce que si derrière tu doubles et puis que tu prends 25-3 points, bon, voilà. Mais elles n'ont jamais réussi à trouver de solution, même si Alana Smith s'est beaucoup battue, Dorka Yuaz a donné des bonnes minutes, mais ça n'a pas suffi, quoi. Donc, peut-être que c'est une piste aussi pour l'année prochaine pour Minnesota, tu vois, aussi peut-être d'essayer d'aller trouver une poste 5 un petit peu plus physique, même sans parler du talent, tu vois, mais être capable d'avoir un peu des fois De viande. de répondant quand tu joues ce type d'équipe, quoi. Voilà. Ouais. Bon. Et d'ailleurs, Niara Sabali Ouais. qui a eu pas mal de minutes Facteur aussi, X, énorme. avec même des minutes à côté de Jonquel Jones en fait. Donc vraiment ce point-là, Sandy Brandello a vraiment décidé d'appuyer dessus sur ce Game Gros 5. choix tactique Et d'ailleurs de Sandy de mettre Jonquel et Niara sur le terrain en même temps, hein, parce que mhm. ça a bien marché. Bah, surtout avec la capacité de Jonquel de stretch Mmh. aussi, et donc c'est une paire qui en fait peut être compatible sur des séquences, il n'y a pas de souci Ouais, quoi. Donc super top. euh,
Non, non, vraiment, vraiment, finale quand même plutôt maîtrisée aussi pour New York. Et donc New York champion 2024, ce qui clôture cette saison qui aura été ma foi, très très belle saison, très intense à plein de niveaux. C'était ben voilà l'occasion, on voulait revenir dessus pour un du coup pour un dernier brunch. Euh, Tant qu'on y était, à moins que tu veuilles encore dire des choses sur ces finales, Non, de façon non, non, globale. bah, juste bon, félicitations à New York parce que c'est plus que mérité. Elles ont roulé sur la saison, elles ont dominé les playoffs. Après, elles ont eu une belle opposition parce que Minnesota était fort. Mais et puis bon, félicitations à Minnesota aussi quand même. Tu l'as dit, a gagné la Commissioner Cup. Bon, on va en finale WNBA, a fait un super bilan de saison régulière. Peut-être l'une des meilleures défenses que j'ai vues, moi, depuis peut-être plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, mais bravo aux deux équipes parce que, encore une fois, pour produire ce basket-là, il faut être deux et c'était top. Et bravo New York, elles ont fait. Je pense que c'est bien, ça récompense aussi le projet, tu vois. Euh, et ça le valide un peu, quoi, parce que là, elles auraient perdu, ça aurait été quand même un peu compliqué de revendre le truc, quoi. Donc ça a marché quoi, c'était top et Ouais, bravo, tu vois, juste dernière chose aussi, bravo à Sandy Brandello parce que je lui ai beaucoup tapé dessus l'année oui. dernière, euh, à juste titre, hein, je pense. Je pense pas que j'étais vraiment trop méchant, mais là c'était vraiment bien géré cette année, tu Ouais. vois, toutes les rotations Il y a eu il y a eu remise en question, soit de sa part, soit de la part de la mm, franchise aussi. et, On le disait aussi, hein. et un petit Mais big up aussi à Courtney Vandersloot qui a accepté ce rôle-là quand même. Parce que ouais, c'est pas simple quand tu as son passif, tu vois, on le dit régulièrement, c'est certainement une top 5 all-time meneuse de l'histoire. Euh, prendre, accepter ce rôle pour les playoffs, de jouer beaucoup moins, elle joue, je sais plus, 6-7 minutes, je crois, là, sur le Game 5 ou un truc comme ça. le Game 5, elle en Ouais, joue ou 3 3. minutes, tu vois. Euh, 3. et Et de façon globale, celui-là sur les d'avant, playoffs, elle était plutôt à 20 c'était minutes. peut-être 5 ou Ouais, 6 ouais, quoi. ouais. Donc, Ouais, bravo parce que, encore une fois, c'est pas simple quand tu as ce statut-là, ce contrat-là, cet historique-là. Elle a vraiment fait des sacrifices parce que je pense que, toi, les joueuses sont toujours contentes de jouer, quoi, en fait, hein. Mais ouais. franchement, c'est un bel effort qu'elle a fait pour la franchise et du coup, bah, ça la récompense d'un beau deuxième titre de WNBA, ce qui Tout devrait à fait. peut-être, quand on refera des classements all-time, la monter un petit peu. Ouais, deux titres pour Courtney Vandersloot, troisième titre du coup pour Breanna Ouais, Stewart qui commence à rentrer dans un club oui, plutôt oui, il sympa. n'y en a pas beaucoup, ouais. Euh, et donc premier titre Sabrina Ionescu. Jonquel Jones, pour Sabrina, Sabrina Ionescu, et puis évidemment pour toutes les autres, hein. Euh, voilà. donc ben voilà qui clôture ces finales, qui clôture cette saison 2024 et cette saison du Swish Brunch pour nous de notre côté. Tant qu'à être là, on va quand même mentionner les petites actus Mm. qui sont tombées depuis. Il y en a deux principalement. La première, c'était un peu attendu pour les observateurs. Mais voilà, c'est maintenant officiel. Les joueuses, par le biais de leur association, ont décidé donc de sortir du CBA, de la convention collective. Donc le CBA actuel avait pris cours en 2020 et devait emmener jusqu'en 2027. Mais il y avait une fenêtre qui était permise pour permettre aux joueuses de sortir de la convention actuelle à la fin de la saison 2025, pour autant qu'elle le signale avant novembre 2024, donc c'est chose faite. L'association des joueuses a indiqué que les joueuses sortiraient de la convention à la fin de la saison 2025. Grosso modo, ça veut dire que les joueuses et la ligue ont un an pour mettre sur pied un nouveau CBA et ça devrait permettre d'éviter d'avoir un blocage et un lockout comme ça a pu arriver par le passé en NBA. Alors après on verra, il y a des négociations qui doivent se passer, il y a pas mal de discussions salariales principalement, mais pas que. Non, non. Euh, donc voilà, on l'a vu, il y a une ligue qui est en pleine croissance de façon globale. On a eu les chiffres d'audience de la finale qui sont historiques, les playoffs de façon globale.
les ventes de billets en salle sont en explosion, les ventes de merchandising sont en explosion. C'est une tendance qu'on voyait depuis plusieurs années, et évidemment cette année avec Caitlin Clark et Angel Reese, ça a continué à complètement exploser de façon exponentielle. Ben voilà, il y a un gâteau qui est plus gros, clairement, et les joueuses veulent légitimement leur part. Ouais, j'invite les gens à lire ton excellent article que tu as fait cet après-midi, puisque il résume un petit peu tout ça, et puis tu vas même un petit peu en détail sur l'historique des sommes, des revenus, etc. Donc voilà, je vous encourage à le lire. Non, bah, il y a pas grand-chose à dire. Nous, je pense qu'on est assez satisfait que les joueuses aient pris cette position-là. On défend depuis des années des salaires plus convenables, plus. Bon, après, il fallait aussi que ça soit au niveau aussi des revenus hein, de la ligue. Hein. Forcément, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais là, je pense que c'est le bon moment. Les filles, les joueuses l'ont compris. Voilà, ça va se faire. Moi, je suis pas trop inquiet sur un lockout, sur un manque de saison, parce que honnêtement, c'était un secret de polichinelle. Tout le monde savait qu'elles allaient sortir du CBA, quoi. Vu les conditions, euh, Ouais, elles auraient été bêtes de ne pas le faire. Je pense que la Ligue s'y voilà, attendait. La réaction Mm. de Cathy Engelbert a Elle va dans directement ce été de sens-là. dire Mm. je suis impatiente de renégocier un nouvel accord qui soit juste pour tout le monde. Bah, fatalement, elle va défendre les intérêts de la Ligue, mais ça c'est normal. De la même manière que l'association avec NECA en tête va défendre les intérêts des joueuses. Ben voilà, c'est une négociation, je vais dire, syndicat-patronat tout à Mm. fait Ah bah classique en ouais, fait. c'est C'est exactement c'est- ça. c'est exactement ça. Et voilà, ça laisse un an pour négocier. Maintenant, je pense que c'est plus facile de négocier quand il y a un contexte qui est aussi positif que celui de la WNBA. Ben voilà, on va rappeler que à la base, les joueuses étaient censées toucher aux alentours de 19% des revenus de la ligue. Il se trouve que comme les revenus ont explosé, dans les faits, elles ont touché sur la fin moins de 10% des Mhm. revenus. Alors on rappelle que du côté de la NBA, la répartition actuelle elle est de 51. 51% pour les joueurs, 49% pour les propriétaires. Donc voilà, encore une fois, les joueuses n'ont jamais demandé à obtenir les mêmes salaires en valeur absolue que leurs homologues masculins. L'idée c'est d'avoir une répartition qui, si elle n'est peut-être pas équivalente, parce que ça Non. dépend aussi des moyens de la ligue, des Mm. investissements, de ce Mm. genre de choses, il y a beaucoup de choses en jeu. Mais au moins d'avoir une répartition qui est quand même plus juste, parce qu'on l'a bien vu, c'est aussi et avant tout les joueuses qui font le produit. Je veux dire, l'arrivée de Caitlin Clark et d'Angel Reese et le fait que ça explose à ce moment-là, en est l'exemple le plus criant. Donc voilà, les négociations vont continuer, c'était attendu, mais toujours est-il que effectivement le CBA actuel n'aura plus cours qu'une seule saison la prochaine. Ouais. Je pense il y a quand même, tu vois, juste un petit peu pour préciser, je pense pas qu'entre la ligue et les joueuses, il y aura un gros problème. Je pense que là, ça va négocier assez vite. Je suis sûr qu'au niveau des salaires, on verra, mais je serais pas étonné qu'on fasse x3, x4 assez rapidement, ce qui serait dingue hein, sur une saison. Hein. Enfin, faut se rendre compte quand même des pourcentages de ce qu'on parle. Hein. C'est comme si vous augmentiez votre salaire par 4 d'une année sur l'autre. Hein. Donc c'est quand même assez dément. Moi, j'ai plus par contre d'interrogations sur la négociation entre tu vois, la ligue, les propriétaires et les joueuses. C'est-à-dire notamment au niveau, tu sais ce qu'elles ont évoqué beaucoup, les installations. On sait Ouais. qu'aujourd'hui, il y a plein de propriétaires qui ont refusé les vols privés, de prendre les vols privés. Donc c'est la ligue hein, qui finance ça. Je rappelle qu'en NBA, c'est pas la NBA qui finance les vols privés, c'est chaque franchise paye les vols privés pour leur équipe. Donc ça, c'est aussi ce qui diminue le niveau de revenus de la ligue. Donc c'est de l'argent en moins pour les joueuses et pour la ligue. Donc la ligue a pris la part. C'est pour ça que des fois, quand on critiquait Cathy Engelbert, attention quand même, parce que là, s'il y a des vols privés aujourd'hui, c'est parce que la ligue finance. Alors que normalement, c'est aux proprios de le faire. Donc moi, j'ai un petit peu plus peur, et notamment chez certains propriétaires où on sait que voilà, il y en avait qui avaient peut-être un petit peu du mal à mettre l'argent à la poche sur les installations, sur la professionnalisation, tu sais, les salles de muscu, les centres d'entraînement, tout ça. On voit qu'il y a quand même des grosses disparités qui se sont creusées dans la ligue. Et j'ai un petit peu plus peur sur cette négociation-là que sur l'aspect salarial. Où je pense que l'aspect salarial, la Ligue est bien consciente qu'ils vont lâcher la grappe. Alors, ça ira sans doute pas à 51%. Je pense qu'on sera plus proche des 30, peut-être 35%, tu vois, ce qui serait déjà énorme. Hein. Mais sur l'autre aspect, je pense que c'est là que ça peut tiquer un peu plus.
Alors peut-être que ça sera résolu aussi par à terme des ventes de franchises et puis tu vois des déménagements. Mais il y a certains proprios qui me semblent quand même être très très on va dire rétrogrades là-dessus quoi. Donc on verra. En fait, ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'il y a une grosse disparité dans les Oui, propriétaires au sein de la bien ligue, sûr. dans Mais le bon. sens où il y a des équipes qui sont des équipes qui en gros sont affiliées à une équipe NBA, et donc en gros c'est plus ou moins les mêmes poules de propriétaires. Donc il y a le Liberty qui est avec les Nets, le Mercury qui est avec le Suns, les Lynx avec les Wolves. Enfin voilà, il y a tout un Hmm. ensemble de propriétaires, les Mystics avec les Wizards, et qui donc possèdent, enfin, mais par exemple, les Mystics, elles ont leur propre faculté, leur propre centre d'entraînement, mais il y a aussi des mises en commun avec les Wizards, avec voilà, certaines facilités. Euh, mais il y a aussi fatalement des équipes qui sont des propriétaires qui ne possèdent qu'une équipe WNBA, c'est-à-dire avec un pouvoir financier qui est forcément moindre. Mais d'un autre côté, ça leur a servi d'excuse pendant des années pour ne pas investir des masses en Hmm. fait. Et dernièrement, on a vu que c'était un argument à la free agency Ah bah aussi, entre évidemment. autres Seattle, qui pour le coup est une équipe enfin une franchise qui n'a rien à voir avec une franchise Hmm. NBA, mais où par contre les propriétaires ont décidé d'investir, de mettre le paquet. On peut parler des Las Vegas Aces aussi, qui si elles ont réussi à recruter de cette manière-là aussi, c'est parce qu'elles ont aussi des centres d'entraînement complètement à la pointe et tout ça. Et là, pour le coup, c'est de nouveau pas une équipe qui est gérée par une équipe NBA, mais par contre, il y a un propriétaire qui est déjà dans le sport et qui a décidé, lui, de mettre le paquet sur son équipe. Et donc voilà, il y a quelques franchises un peu pilotes qui tirent les autres, et il y en a qui sont un peu à la traîne. Et ça, je pense que par contre, ça peut jouer dans les négociations, parce que par exemple, au niveau par exemple, des vols et des franchises qu'on refusait, mais par contre, par exemple, la famille Tsai le Liberty, et Mary Davis pour les 6 à Las Vegas, eux étaient par contre ultra partisans. D'ailleurs, ils l'ont fait par Hmm. moment de eux-mêmes payer les vols. Ils ont même pris des amendes Et d'ailleurs, d'ailleurs. ils ont même pris des amendes pour ça, d'ailleurs, pas pour cause Ouais, bah, d'inégalité au sein de la ligue. Mais eux pourraient, du coup, je pense que les propriétaires qui voudraient un peu se la jouer radin risquent dans ce genre de négociation, de peut-être commencer à se retrouver minoritaires. Et c'est possible, effectivement, comme tu le dis, que ça puisse pousser certains à hmm. vendre, en fait. Surtout qu'on voit que des marchés amateurs, on le voit pour l'expansion, hein, il y a des Hmm. candidats. Il y a quand même pas mal de candidats qui se rendent compte que je lis encore à droite et à gauche la ligue perd de l'argent, Hmm. bon, je demande à voir. Non. Je pense que les propriétaires ils se rendent bien compte que c'est pas le cas, mais que c'est le bon moment d'acheter, parce que pour le moment les franchises sont pas encore valorisées à des montants fous, et qu'il est tout à fait possible qu'une franchise achetée aujourd'hui et revendue dans 20 ans permette de faire la bascule du siècle, quoi. Hmm. Donc, Je pense que Golden State donc aussi va amener beaucoup de choses avec ça. Ils vont amener de la puissance exactement. de NBA. Donc ça va, comme tu dis, ça va renforcer aussi, ça va faire une équipe de plus dans bah, le groupe un peu Seattle, New York, Vegas et donc Golden State. Après, il y a des équipes qui sont plutôt correctes. C'est-à-dire Minnesota, Mais je tu veux vois, dire par exemple, Minnesota, voilà, Washington, qui sont des c'est équipes pas qui, voilà, ouais. exceptionnel, mais c'est très correct. Elles ont des bonnes installations. Puis après, tu as quelques cancres, donc Chicago, Connecticut, pour citer que les deux. Atlanta aussi, mais bon, Atlanta, c'est vrai qu'ils ont pour le coup, ils ont des installations, voilà, une salle petite, etc. Mais donc voilà, je pense que ces équipes-là, attention s'ils apprennent pas le train, parce que ça peut être effectivement un motif, bah, déjà pour pas recruter de free agent, un motif aussi de confrontation pendant les négociations de CBA et peut-être aussi à terme, bah, même d'un point de vue de la Ligue, hein. La Ligue, au bout d'un moment, si elles ont des offres hyper intéressantes d'autres villes avec des gros investisseurs, bah, oui, la pression sur la vente, elle sera mise, quoi. Après, forcément, les proprios, ils vendent que s'ils décident de vendre, mais attention quand même sur ce truc-là. C'est possible qu'on ait des choses qui Ouais. bougent dans les années qui suivent, quoi. Enfin, qui arrivent, quoi. Pardon. Surtout, surtout qu'il y a une des revendications des joueuses qui est justement de fixer des standards Bah ouais. minimums de normes Ah, du voilà, professionnel, du sport professionnel, quoi. du, du sport professionnel de haut niveau, quoi. Partager des salles Donc, d'entraînement, c'est juste pas possible, tu vois. Enfin, à un moment, quand tu es dans ce niveau d'excellence, voilà, ouais, faut sortir de ça, quoi. C'est clair. ouais, c'est clair. Ok. Alors la dernière petite news, Ça te concerne.
Ça me concerne, ouais, plus ou moins. Bon, elle est toute neuve pour nous parce qu'on va pas vous mentir, on a voulu réagir pas trop loin par rapport au final de WNBA. Donc même si vous voyez ce brunch dimanche matin comme d'habitude, pour nous il est tourné mercredi soir. Et donc la news qui vient de tomber à l'instant, c'est que les Washington Mystics se séparaient du duo Mike Thibault comme general manager et son fils Eric Thibault au coaching. Donc c'est la fin de l'ère Thibault à Washington. Et je vais pas dire que c'est surprenant, mais on s'y attendait quand même pas. Non, non, moi ça m'a surpris, hein. Honnêtement, bah après, encore une fois, bon, tu vois, ça a été communiqué comme quoi c'est un accord entre les deux, hein, un accord mutuel de séparation. Donc bon, on sait jamais trop ces trucs-là. Il y a des fois quand même, c'est quand même marqué clairement que la personne est virée, quoi. Là, c'est marqué que Ouais. c'est un accord de séparation. Alors, est-ce que, bon, Mike Thibault a quand même un certain âge, tu vois, peut-être qu'il y a aussi, peut-être que, bon, on sait qu'Eric Thibault est son fils, peut-être qu'il a aussi d'autres choses, enfin, on sait pas, quoi. Après, oui, c'est assez surprenant. Moi, Mike Thibault, honnêtement, alors, coach énorme, GM énorme, tu vois, qui a fait plein de choses dans le basket, pas que féminin d'ailleurs, hein, aussi masculin. Euh, Peut-être qu'il était arrivé un peu, tu vois, à un moment de passer la main aussi. Tu sais ce que je pense aussi des gens qui poussent très très loin comme ça, au bout d'un moment pour se réinventer, c'est dur. Puis j'ai pas trop aimé le cas, ce qui s'est passé autour d'Elena Deledon Ouais. à la dernière free agency. Je trouve que, alors après Moi, je on pense. sait pas qui est vraiment coupable, enfin coupable entre Ouais, guillemets, mais je mais pense que ça lui coûte sa place. ouais, Moi, très c'est honnêtement, possible je que pense que ça. c'est possible que ça lui coûte, voilà, que c'est en tout cas une chose importante dans, tu vois, dans le licenciement. Pour Eric Thibault, je suis plus surpris parce que moi, c'est un coach, tu sais que j'aime bien. Je trouve que Washington cette année a joué extrêmement bien au basket. C'était l'équipe, on va dire un peu des cancres entre guillemets, tu vois. Ouais, Je suis un ouais. peu méchant quand je dis ça, mais qui jouait le mieux au basket et de très loin, honnêtement. Vous avez failli accrocher les playoffs en plus. Après un début de saison où vous avez enchaîné quand même aussi beaucoup de blessures. Je trouve que le jeu était hyper académique, hyper posé, ça jouait au basket. Le seul petit reproche, tu sais, on en a parlé un peu et toute la saison, c'est, je trouve que l'utilisation d'Alia Edwards, le développement d'Alia Edwards, je pense elle aurait pu être un petit peu plus utilisée, notamment sur la première partie de saison. Bon, voilà, c'est peut-être le seul petite chose, mais autrement, franchement, ça jouait bien Washington, quoi. Enfin, donc, oui, ça, je suis un peu plus étonné. Après, tu sais, la relation père-fils comme ça, est-ce que aussi ça n'a pas joué, quoi? À un moment, Bah, je pense que le problème, c'est quand tu n'en gardes pas un, il y avait une c'est telle compliqué. relation et alchimie, c'est Voilà. compliqué de garder Et l'autre en fait. puis ce qu'il faut penser aussi souvent, c'est que quand on change le GM aime bien mettre aussi son coach, quoi. Enfin, tu vois, en place, quoi. Mhm. Quelqu'un avec qui il veut travailler, quoi. Même si, donc voilà. Mais je serais pas étonné qu'Eric Thibault retrouve un banc en WNBA ou même ailleurs, enfin, tu vois. Parce que, honnêtement, bah, ça jouait bien, quoi. Enfin, moi, j'ai pas Oui, oui, et grand-chose puis à dire sur la qualité du jeu de Washington au cours de l'année, quoi. pour le coup, lui, il est dans le coaching depuis, je Ouais, pense que ça fait depuis longtemps. qu'il a genre 20 Hum, 23 ans, hum, il est hum. avec son père en fait. Donc il est assistant aux Mystics depuis des années, alors qu'il Ah, n'est il pas a fait vieux ses du classes, tout. quoi. Donc Il a fait ses classes. ouais, ouais, vraiment. Et pour Mike Thibault, ben, on va quand même rappeler qu'il était dans la franchise depuis Hum. 2013. 2012, normalement? Euh, ben, je pense qu'il fait encore la saison 2012 avec Ah ouais, t'as peut-être raison. Connecticut et qu'il est en Ouais, 2013 peut-être, peut-être, ouais. À T'as peut-être Washington. raison, ouais. Bon, bref, de toute façon, c'est pas un an près. Et Et donc, non, en tout cas en 2013, il est déjà là parce qu'il draft Emma Oui, Messman. oui, Donc oui. t'as peut-être Oui, raison. oui. T'as peut-être J'avais un raison. doute. Mais toujours est-il que voilà, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. C'est le coach le plus victorieux en WNBA en termes de nombre de victoires en match de saison régulière. Il a ramené clairement les Mystics sur le devant de la carte. Il est 3 fois coach de l'année, 2 fois avec Connecticut, une fois avec Champion. Washington. Il y a,
il est champion avec cette magnifique saison 2019 qui porte son empreinte Ah, du clairement. début à la fin. Bon voilà, si vous vous intéressez à Mike Thibault, c'est un personnage pas très connu de la ligue. Moi, c'est un monsieur que je respecte énormément. Il y a quelques années, j'avais écrit un peu un papier qui revenait sur sa carrière parce qu'il a fait des choses avant d'arriver en WNBA. C'est un monsieur qui a connu quand même peu d'échecs dans sa vie. Je vais juste rappeler qu'il était directeur au scouting des Chicago Bulls l'année où il draft un certain Michael Voilà. Jordan. Comme ça, Juste comme ça ça, quoi. juste comme ça. Donc voilà, ça, franchement, non, non, c'est quand même une page qui se tourne. Alors, il se dit que dans un premier temps, c'est le président des opérations basket côté Wizards qui aurait un peu plus la main. Alors, bon, l'info est toute chaude, donc j'ai pas bien compris si c'est lui qui allait reprendre aussi la gestion des opérations basket des Mystics ou si juste il aurait son mot à dire peut-être pour aider à désigner les nouveaux responsables. Bon voilà, encore une fois, l'info est toute chaude pour nous. Peut-être que d'ici dimanche, quand vous verrez ce brunch, certaines choses se seront décantées. Mais en tout cas, c'est une page qui se tourne du côté de Washington. Et donc, c'est un coach de plus qui se retrouve sur le marché. Et donc, un poste de plus qui s'ouvre du côté de Washington. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un point qui a fait bouger la franchise aussi. De voir qu'il y avait vraiment une grosse valse des coachs cette année. Et donc, de se dire que c'était peut-être Hmm. maintenant qu'il y avait des coachs sur le Ah, marché à aller chercher. je pense aussi que si tu veux, il y a une histoire de reconstruction, tu vois, de fin de projet, quoi. Ouais. L'ère Mike Thibault, voilà, on est arrivé à la fin, comme tu l'as dit, avec le titre, etc. Donc, c'est le moment de redévelopper. Et encore une fois, peut-être que aussi, tu sais, on l'a vu, on le voit des fois dans le sens négatif de se dire, bah là, bon, ils étaient pas loin des playoffs et tout, mais peut-être aussi que la franchise n'a pas trop apprécié de pas jouer vraiment, tu vois, le first pick à fond, quoi. Ouais. Tu sais, encore une fois, on connaît pas forcément non plus les consignes. Enfin, tu vois comment c'est pris d'un point de vue, on va dire, Mais propriétaire, c'est quoi, vrai que tu vois, hein. nous aussi, au début, on s'était dit que l'équipe partait vers un gros tanking et en fin de saison, on n'a pas non plus compris parce qu'au final, Bah ouais, l'équipe a semblé chasser les victoires. Donc, et d'ailleurs, et peut-être que ça a joué, quoi. le président des opérations basket des Wizards, dont j'ai oublié le nom, euh, enfin qui va reprendre un peu la main, a l'air de vouloir partir justement plutôt vers une reconstruction patiente, en visant vraiment la draft, chose que je pense on aurait dû déjà faire cette saison et qui n'a pas vraiment été fait. Donc voilà, ça prend un chemin, même si les Wizards sont une équipe dont on rigole beaucoup depuis nombreuses années, ça a l'air quand même récemment de mieux travailler depuis que c'est cette personne, j'ai C'est retrouvé son nom Michael parce que ça fait Winger. 4 fois. Michael Winger, c'est ça. Depuis que c'est lui qui a la main, ça a quand même l'air de repartir dans un sens pas trop con du côté des Wizards. Et donc on espère une reconstruction tout aussi bien menée pour les Washington Cinquième Mystics. coach licencié quand même, hein, cette année, hein. Donc, Ouais, il va y avoir du mouvement, hein, l'année prochaine. On risque de voir du jeu peut-être complètement différent d'une équipe à l'autre, quoi. Donc, c'est voilà, c'est peut-être aussi lié au fait à la transformation de la ligue aussi, hein. Tu vois, enfin, une page, ouais, il y a une vraie mutation et il y en a certaines qui se une page disent, qui se ouais, tourne, quoi. Voilà. ouais, c'est clair. Ok, Bon, eh ben écoute, un grand merci Gis, un grand merci à tous pour cette belle année. saison. Quand Shai sera de retour, on ne manquera pas de vous faire un podcast où on fera sans doute un retour un peu plus circonstancié sur la ligue, sur nos coups de cœur, nos coups de gueule, nos surprises, revenir un petit peu à froid sur cette saison 2024. Ça devrait pas traîner, à mon avis, on fera ça d'ici 2 3 semaines très probablement. On va garder dans les bacs aussi cette expansion qui arrive très bientôt. Donc là, pareil, lors d'un live, on manquera pas de se prêter au jeu de l'expansion. Et puis après, ben, mine de rien, on arrive petit à petit à l'hiver. Et vous savez bien que le mois de décembre, c'est notre calendrier de l'avant avec notre power ranking sur lequel on va Voilà. bientôt se pencher pour vous sortir ça tout au long du mois de décembre. En attendant, je vous dis merci à tous pour votre suivi, que ce soit les anciens qui nous suivent depuis les débuts de l'aventure Swish Swish ou les nouveaux qui sont arrivés fatalement cette saison avec Caitlin Clark, Angel Reese et les autres. Notre suivi ne s'arrête pas pendant l'intersaison. Fatalement, c'est un peu plus light, il y a un peu moins d'actualité, mais on essaye de rester toujours un peu présent en filigrane. On est de toute façon
toujours présents sur les réseaux l'un comme l'autre pour en discuter. Et encore un tout grand merci pour cette saison. Un grand merci à toi Gis, un merci à Shai, à Benoît, à Steph, à Romain. J'essaye de n'oublier personne sur cette Non, normalement saison. c'est bon. Euh, Et c'est nos bon là invités aussi qu'on a pour eu. les principaux, les guests qu'on a pu avoir à droite à gauche, les copains habituels qui nous suivent de façon globale. Un tout grand merci à tous et on se retrouve bien vite pour cette intersaison et pour la saison prochaine. Ciao, Bon à dimanche. bientôt.